Tira el centro, clave, gol. Gol! Bonjour tout le monde, bonjour les braves, quel plaisir de vous retrouver pour le podcast, tenez-vous bien, le podcast 50. C'est un chiffre clé ça, 50. Et je vois avec un certain plaisir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Et ça c'est pratique, bravo les braves. Pourquoi ? Parce que les podcasts n'arrivent pas forcément au même moment, les mêmes jours, surtout qu'il y a désormais, vous le savez, de temps à autre, des flash podcasts en milieu de semaine. Les jours heureux, les jours heureux, les jours heureux, on va peut-être se retrouver en chair et en os, car vous savez que du 21 avril au 4 juin inclus, nous allons sillonner la France. C'est la tournée des Rolling Stones de l'Euro 84 et je serai en compagnie de grands champions qui ont gagné cet Euro 84, des joueurs que vous connaissez bien évidemment. Et on va passer des bons moments ensemble, j'espère. Vous y retrouvez normalement, que vous soyez à l'est, à l'ouest, au nord, au sud ou au centre, on est un peu partout. Il y a 24 dates. Vous êtes peut-être au courant ou pas. Comptez sur moi pour vous le rappeler. Et nous passons maintenant, dans le cœur de ce podcast 50. Alors le titre. Un instant et tout bascule. Eh oui, on va tenter de vous expliquer ici dans ce podcast 50 l'erreur humaine, forcément, qui va tout déclencher. Enfin, qui va ouvrir la porte à une autre erreur, malheureusement sans doute fatale. Et de Didi à Bellini, de Schuster à Pellegrini, des services spéciaux à Sarajevo, vous allez sans doute mieux comprendre comment on en est arrivé là et pourquoi, par la suite, le PSG, peu à peu, s'est sabordé. Avant de couler, on se calme, il y a un match retour et le football n'est pas exempt de surprise, car oui, pour moi, personnellement, par les temps qui courent, une qualification serait désormais une surprise. Ah là là, un instant et tout bascule, ça c'est mon grand-père antillais, pas avare de métaphores, comme tous les antillais bien sûr, et souvent il avait celle-ci, il en avait d'autres aussi, mais voilà, un instant et tout bascule. Dans la deuxième mi-temps de ce podcast, comme toujours, alors là nous en serons à l'acte 6, on retrouvera les Neptuniens et notamment Georges et le général de Gaulle, bien entendu, en espérant qu'il fasse pas un toc-toc-toc à l'instant fatidique, et nous saurons si la France a égalisé par Michel Platini avec un but qui serait forcément l'un des buts du siècle, tant l'action est géniale. Simplement, au moment où on s'est arrêté, le ballon il est en l'air, et il va falloir qu'il redescende et vite. Alors, un instant et tout bascule. J'hésitais pour ce podcast, je ne pouvais pas ne pas vous parler du PSG, j'en suis désolé, il y a des gens qui ronchonnent, qui disent encore le PSG, toujours le PSG, il n'y a que le PSG, ben ouais, là on est en 8e de finale de la Ligue des Champions, et après ce qui s'est passé à Dortmund, on est à un instant clé, je veux dire, pour ce club, et donc un peu pour le football français, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au niveau européen, c'est celui qui nous tire vers le haut, de moins en moins haut depuis quelques saisons, puisqu'on s'arrête toujours au 8e de finale, mais voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est l'actualité. Dans 2-3 jours, je ferai sans doute un flash podcast en revenant sur Lyon. J'ai fait un flash podcast, c'est vrai, après Dortmund, mais où je revenais sur certaines choses bien précises, et du match et de la politique du PSG qui avait amené tout ça. Je vais pas insister aujourd'hui sur tout ce qui se passe, parce que là, c'est un feu d'artifice. C'est un feu d'artifice et j'attends le fameux final de ce feu d'artifice. Si le fameux final au match retour est une qualification, c'est merveilleux. Ça sera pas le final de toute manière, mais disons que on pourrait prolonger les choses et que peut-être
il y aurait un peu moins de pétards, tu vois, et de bruit autour de ce club. Mais force est de constater, depuis le 2-1, il y a déjà le match en lui-même. Bon, ok, on va pas y revenir. Mais c'est incroyable quand je parle de feu d'artifice. Dans la foulée, tu as les déclarations de Neymar. Pas content parce que ceci, cela, lui, il aurait voulu jouer plus tôt, à tort ou à raison, on ne sait pas. Tu as ça. Tu as Meunier. Tu apprends qu'il n'était pas au courant qu'un deuxième carton jaune entraînerait une suspension. Moi, je veux bien que le club ait sa part de responsabilité là-dedans. Mais enfin, quand même, les footballeurs, il faudrait qu'ils arrêtent un peu d'être parfaitement assistés. En plus, Meunier me semble faire partie des gars un peu structurés, si tu veux, et loin d'être sot, quoi. Un gars, tu vois, il suffit de réfléchir en Ligue des Champions jusqu'à un stade où là, les compteurs seront remis à zéro. Mais ce stade, il arrive un petit peu plus tard. Il arrive juste avant les demi-finales. Et si tu as 2 cartons jaunes, tu es suspendu. Voilà, c'est mathématique. Donc, à lui de savoir qu'il a déjà eu un carton jaune. Voilà. Et que dans l'intervalle, comme il n'a pas été suspendu, il n'en a pas eu un deuxième, et peut-être qu'il est revenu à zéro. Enfin, c'est pas sorcier quand même. Ben non, c'est trop, manifestement. Alors, dans la foulée, tu as le frère de Kipembe, un triomphe romain. Magnifique. Peu de temps après, tu as l'anniversaire. On peut en discuter. Mais enfin, franchement, après ce qui s'est passé, qu'il fasse la fête. Chaque année, bon déjà, faudrait faire en sorte, quand tu recrutes, de plus avoir des mecs qui sont nés en février ou mars ou par là, quoi. Tu arrange-toi pour prendre des mecs qui sont nés en juin. Non, je rigole, mais enfin bon, on va en venir là, puisque tout est possible. Alors oui, Cavani et Di Maria fêtent toujours leur anniversaire ensemble, et donc il y a toujours quelques joueurs, les femmes, les ceci, cela. Très bien. Icardi, putain, il est né aussi en février, sensiblement le même jour ou quoi. C'est ballot. Bon, bref, ne filme pas. Enfin, franchement, fais attention, fais truc. Bon, il y a l'anniversaire. Mais ça s'arrête pas là. Le bonheur continue. Premier match, encore un triomphe. Blessure de Thiago Silva. Au moment où je vous parle, je sais pas l'ampleur de la blessure et s'il pourra être en mesure de jouer le match retour. Ce qui posera quand même un sacré problème, parce que j'ai appris que Herrera, c'était mort de chez mort, Diallo, je sais pas, Meunier, donc, suspendu, enfin, tu vois, Verratti, Verratti, bon, suspendu, et dans la foulée du match, donc, expulsion de Neymar. Là aussi, on peut en discuter, on peut dire, putain, le Bordelais qui s'accroche sur 3 mètres sur Neymar, qui le balance, il a rien, 4e arbitre qui rentre sur le terrain pour calmer, mais derrière, on joue rapidement, et la frustration et trucs. Enfin bon, tu additionnes les choses en quelques jours, waouh! Et là, il en reste 16. Donc, tout est possible. On a un peu l'impression, enfin c'est plus qu'une impression, quand je dis que le PSG se saborde, parce que, il saborde, on est à 2-1, ça s'est mal goupillé. Enfin, 2-1, tu gagnes 1-0, tu gagnes 3-1, enfin, au Parc des Princes, en général, ça se passe plutôt bien, tu vois, voilà, tu n'en as pas pris 5, quoi. Tu aurais pu en prendre 4, tu vois, 4-1, 3-1, 4-1. 2-1. Mais non, c'est plus fort qu'eux, comme je l'ai dit, ils se sabordent. Ça me fait penser un peu, si vous voulez, si vous connaissez Astérix, la vigie du navire de Barberousse, là. Donc, il est là-haut, et puis au loin, il voit les gogos, les Gaulois. Tu vois, et le PSG c'est ça, tu vois, c'est un navire, et puis au loin il voit, et puis ça se rapproche, tu vois, les quarts de finale. Alors c'est même pas les quarts de finale, c'est en vue des quarts de finale, donc c'est plutôt les huitièmes, machin. Oh putain, et là t'as le capitaine Silva qui dit bon, huitième, prenez les haches et machin, et on se saborde, quoi, et voilà, et le bateau coule, tout ça et tout.
au moins il n'y a pas de dégâts, ils ne nous ont pas frappés, ils ne nous ont pas machin, et truc. Mais comme dit Leonardo, c'est pas la guerre, hein, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mort. Ouais, mais bon, ok, ils t'ont pas frappé, mais personne frappe personne. Oui, mais on dirait que, tu vois. Et là, le bateau coule. Alors, je veux pas entrer dans tous les détails par rapport à ça, mais je veux aujourd'hui, avec vous, essayer de comprendre le moment où tout a basculé. Parce que ça sort pas de nulle part, tout ça. Et pour en être arrivé là, et à ce point de se saborder, si tu veux, c'est même pas Harakiri. Harakiri, c'est un choix, c'est une question de dignité, voilà, tu n'as pas été à la hauteur et tout, tu prends le truc, samouraï. Là, tu n'as pas des samouraïs, tu vois. Et c'est quelque chose, ça ne veut pas dire que ce sont des lâches pour autant, pas du tout, mais ils n'arrivent plus rien à maîtriser, ils ne savent plus à quoi s'accrocher, donc autant se saborder. Mais il y a eu forcément un moment où tout a basculé. Et oui, bien sûr. Et dans la vie, donc comme mon grand-père me disait, un instant et tout bascule. Alors, tu penses souvent à quelque chose, effectivement, d'irrémédiable, quoi. Et quelque chose d'irrémédiable, c'est quelque chose de brusque, puisque c'est un instant. Ben, ça va être un accident, quoi. Et ouais, tout bascule de toi, mais pas forcément de toi, de quelqu'un de ton premier cercle, de proches. Et là, ta vie bascule. Ça peut être aussi du bonheur, quoi. Je veux dire, un instant, tu vois, le regard de cette femme, et tu lui réponds, et tout bascule. Et tu vas vers quelque chose, même si vous connaissez la jolie chanson que je vous avais passée pour la mort de Carlos Alberto, l'arrière droit et capitaine mythique du Brésil 70, Felicidade de Jobim et Vinicius de Moraes, et dont le titre était « La tristesse n'a pas de fin, le bonheur, si ». Malheureusement, c'est vrai que la tristesse, dès que tu es un peu vulnérable, elle revient, elle est là, tu ouvres le couvercle, alors que le bonheur, c'est quelque chose, tu vois, voilà, tu le saisis, mais bon, il vient, c'est tellement éphémère. Et l'instant où tout bascule, souvent, ça bascule vers des emmerdes, vers la cata, quoi. Et là, en l'occurrence, pour le PSG, pour en être arrivé là, alors que ça partait quand même sur de bonnes bases, il y a un instant où tout a basculé. Et en fait, il y a des instants dans la vie où tout bascule. Et fort de cet instant, tu vas devoir prendre une décision, tu vois, pour parer le tout. Et parfois, la décision que tu prends, alors là, t'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, je veux dire, alors là, tout bascule. Mais cette décision où tout bascule, tu la prends pas s'il n'y a pas eu l'instant qui fait que tout a basculé. Et cet instant, il est où? Parce qu'on va pas me raconter d'histoire. Cette composition d'équipe qu'on change tout le temps. Tiens, juste par rapport au match d'hier, nous sommes lundi, hein, donc le match contre Bordeaux, c'était hier. On constate que le PSG est, depuis la reprise, en janvier, donc il y a eu la 20e journée, 21, 22, 23, 24, 25, 26, il y a eu 7 matchs quand même. 7 matchs de Ligue 1, c'est pas rien. Eh bien, le PSG, qui avait toujours la meilleure défense, ou alors, allez, au pire, la deuxième, sur ces 7 matchs, ça fait presque le 5e d'un championnat, quoi. C'est pas rien, 7 matchs. Elle est la 19e équipe au niveau de la défense. La 19e, à égalité avec Saint-Étienne, il y a juste Toulouse qui ferme la marche. Comment l'équipe du PSG, qui gagne ces matchs quand même, peut avoir la 19e défense du championnat après cette journée. Alors, ils ont encaissé 13 buts,
tout comme Saint-Etienne, donc, 19e ex-aequo. Et Toulouse, ils en sont à 15. C'est pas, tu vois, c'est pas la ligne droite de Longchamp, quoi. La 20e te guette. Ce qui fait quand même 1,86 buts encaissés par match. Ce qui me rend pas très optimiste, si vous voulez, pour la rencontre contre Dortmund. 1,86 buts par match. C'est énorme quand tu es le PSG sur 7 matchs. Donc à Dortmund, ils sont dans leur moyenne, quoi, 2 buts, mais ils auraient pu grossir un petit peu leur moyenne, on le sait. Et des joueurs fébriles à l'image de leur capitaine, Thiago Silva. Tu parles d'un capitaine. Alors, je me suis permis de critiquer son placement une fois de plus dans les matchs à haute intensité où ça va mal pour le PSG, où c'est très compliqué, où il est 10-15 mètres derrière. Ouh là là, il a ses partisans, Thiago. Mais moi, j'ai rien contre Thiago Silva. Je constate simplement, et je vous l'ai bien expliqué dans le podcast 49, on va pas y revenir. Mais déjà, si ton capitaine, c'est pas rien, tu vois, c'est un leader. C'est un de tes leaders. Normalement, le capitaine est un leader, et puis il y a d'autres leaders. Mais Thiago Silva, un leader, si Thiago Silva c'est un leader, tu es mort, quoi. C'est pas possible. Et c'est vrai que là, déjà, ce qui saute aux yeux, c'est que cette équipe, ben voilà, il n'y a pas de leader. Je pense à l'un de ses compatriotes, ça remonte, si vous voulez. Mais un gars comme Didi, c'est donc, je vous parlais du racisme au Brésil lors du podcast 48. Et Didi, c'était un joueur noir qui était déjà là en 54, là où il y a eu le fameux match contre la Hongrie perdu 4-2 et la plus grande bagarre de l'histoire de la Coupe du Monde. Et à l'époque, on disait que c'était la faute des Noirs, tout ça et tout. Mais si c'est Pelé et Garrincha, évidemment, qui ont fait basculer le peuple blanc du Brésil en disant « Ah ben oui, les Noirs, ils savent aussi, si vous voulez, être là ou à l'instant T, être concentrés, ne pas être bousculés par leurs émotions, etc. et tout. » C'est Didi, déjà, qui avait symbolisé ça, parce que lui, c'était un leader. Et 2 anecdotes. Anecdote, c'est un gong, non ? Concernant Didi, 2 pour le prix d'une, parce que c'est la même chose. Je vous l'avais peut-être déjà raconté, les anciens braves qui ont de la mémoire savent. Didi, c'était le gars. En finale de la Coupe du Monde 58, la première gagnée par le Brésil contre la Suède, il se trouve que très tôt, ils encaissent un but, donc la Suède ouvre la marque. Que va faire Didi ? Un but de Lidolm pour l'histoire. Il va lui-même chercher le ballon. Didi, c'était un milieu de terrain. Je veux dire, entre l'attaque et la défense, avec Zito, voilà, joueur de Santos. Didi, lui, il avait joué au Sao Paulo Football Club, mais c'était Botafogo, enfin, etc. Le grand Botafogo, de Garrincha, de Zagallo, de Paulo César, plus tard, de Gersino, plus tard, Gerson, plus tard, vraiment, ce Botafogo. Mais un peu plus tôt, avec Zagallo. Oui, Zagallo, Amarildo, voilà, champion 62 aussi. Et lui, il court dans les buts, et il prend le ballon, lui, et il reva vers le rond central en marchant. Et il dit à chacun de ses joueurs, on se calme, tout va bien, nous sommes supérieurs, il reste beaucoup de temps, nous allons gagner. Pas de panique, baba. Parce que là, c'était un Brésil qui avait jamais gagné de Coupe du Monde. Hein, donc, tu vois, les mecs, ils se disent, putain, on est encore les plus forts, comme on était les plus forts en 50, tu vois, notamment, et on va encore se faire avoir, tu vois, et Lui, et il arrive en marchant, truc. Il pose le ballon sur le rond central, truc. Bon. Ouais, ça. Et les mecs autour de lui, Didi l'a dit, Didi, on voit dans son regard, Didi, machin, truc. 1962, ça, c'est l'histoire aussi, c'est comme ça. Même topo, cette fois contre la Tchécoslovaquie, c'est Masopust qui ouvre la marque sensiblement au quart d'heure de jeu. Didi file vers le but, prend le ballon, et même topo. Il repart en marchant, il va mettre 25 secondes pour atteindre le rond central, et il voit ses joueurs, et il fait bada, il monte du doigt, ça c'est un leader. T'imagines Thiago Silva, après le premier but d'Haaland, prendre le ballon dans les filets,
il est un peu plus haut que le poste, un peu plus bas, pardon, que le poste de Didi, si vous voulez. Enfin, après, prendre le ballon, regarder tout le monde, tous ses partenaires, machin, truc, et aller le poser sur le rang central, tu meurs. Thiago Silva, déjà, quand les choses vont à peu près bien, tu vois le body language, où tu vois son visage, quoi. Il est toujours en train de grimacer, Thiago Silva. Il est toujours en train de machin. C'est comme ça. Et c'est dommage, parce que c'est un superbe joueur. Et j'ai pas à discuter émotionnellement. Ben voilà, il doit travailler dessus, j'imagine. Ben ça suffit pas, un truc. Et ça a été comme ça. Pas parce qu'il était un peu blessé là et que ça se goupillait mal, et etc. C'est comme ça. Et la Coupe du Monde, c'est vrai, a pas aidé. Ça a fait basculer les choses. Je parle de celle qui avait lieu au Brésil. Alors en Ligue 1, c'est le king, hein, c'est le roi. Parce que, je répète encore, c'est un super joueur. Mais il y va chaque fois quand il est sûr de son coup. Et si ça sent pas bon, il va t'aspirer tout le monde vers son... Enfin, bon, bref, on va pas revenir de ça là-dessus. Mais c'était pour dire, c'est un capitaine. Et Didier n'était pas capitaine. Et les autres capitaines du Brésil en 58 ou 52, je peux vous dire que Bellini, si vous parlez, je veux dire, aux Brésiliens, enfin, qui l'ont connu, de Bellini en 58, tu vois, et comment il s'appelait en 62, de Mauro, tu peux y aller, hein. C'est pas les mecs. Donc, c'est quelque chose à ce niveau-là, surtout quand un club et beaucoup de joueurs qui composent ce club encore à l'heure actuelle ont vécu tant de traumatismes, c'est important. Et un leader, voilà, Neymar est un leader technique, mais c'est pas le gars non plus qui va aller sur, voilà, c'est un papillon, Neymar. Voilà, bon, on peut pas tout avoir, mais à un moment, forcément, tout a basculé. Et ce moment où tout bascule, alors, si c'est plus ou moins irrémédiable et que ça va laisser des séquelles tout de suite, eh ben tu le sais. Mais il y a certaines fois, eh ben il faut fouiller pour essayer de comprendre à quel moment ça a basculé, parce que c'est un peu fouillis le PSG en l'occurrence. Pour moi, après mûre réflexion, et quand je dis le moment c'est l'instant où tout bascule. C'est le 6-1 encaissé à Barcelone. Parce que même si les éléments sont défavorables, même si l'arbitrage, on peut en dire et en redire, et je ne me suis pas gêné pour le faire sur le moment et même un peu plus tard, il y a dans ce match un moment, un instant, où tu peux régler le problème, et donc le 6-1 n'existera pas, et rien ne basculera. Parce que le 6-1 devient un traumatisme, où pour s'en remettre, mon ami, c'était jamais arrivé dans l'histoire qu'un 4-0, tu vois, 6-1, en plus le scénario, etc. Et là, les joueurs auront beaucoup de mal à s'en remettre, tout comme l'entraîneur. Et il faut remarquer, parce qu'à l'époque, dans le championnat, Monaco était un peu devant, et Nice et le PSG étaient à la lutte. Et ce qui est remarquable, et qui montre qu'à l'époque, le PSG était un véritable club avec une âme, je me souviens, le match d'après, je crois qu'il joue à Lorient. Là où, juste, vous vous souvenez, Aurier met 5, 6, 7, 8 minutes pour enlever son survêt, mettre ses pompes, etc. et tout. Et ils vont gagner à Lorient. Et ils vont réaliser une fin de saison, pas incroyable, mais de toute beauté quand même, où ils vont obliger Monaco à se surpasser, où ils termineront quand même devant Nice, donc deuxième, et avec un nombre de points... Parce que ça arrive tôt, hein, c'est en 8e de finale, Barcelone. Il en reste des matchs dans la saison. Vous voyez la différence entre le PSG archi-vulnérable depuis de la saison dernière, qui se fait éliminer en 8e de finale, dans des conditions différentes, mais on peut considérer tout aussi dramatiques, bien que moins spectaculaires. Vous avez vu la débandade.
derrière, en championnat. Et tu perds la Coupe de France. Et la Coupe de la Ligue, tu l'avais peut-être perdue avant, parce que c'est assez tôt, la Coupe de la Ligue, la défaite contre Guingamp. Mais là, il n'y avait plus personne. Et là, après le 6-1 de Barcelone, les mecs, ils sont costauds. L'entraîneur, ils sont costauds. Ils vont gagner la Coupe de la Ligue, en finale contre le 4-1 contre Monaco. Ils vont gagner la Coupe de France. Vous pouvez me dire, c'est simple, tout ça, c'est la Ligue 1, un truc, le PSG a une marge. Oui, mais là, il n'y a plus de marge. Parce que tu as 16 fantômes et un staff technique qui a été compté 10 dans les cordes, complètement knockdown. Les mecs qui se sont relevés pour jusqu'au bout, et avant la défaite de Nice, ils sont dans une moyenne où les 4 titres de champion de France des Qataris, les 3 sous Laurent Blanc et celui d'Ancelotti, eh bien, Monaco va être champion avec un nombre de points où, pour les atteindre, je pense qu'une fois, il y a un des 4 titres où ils auraient été champions devant Monaco. Et 3 fois non. Ou 2. Enfin, pour vous dire aussi la performance de Monaco. Ça veut dire, ok, tu n'es pas champion cette année-là, mais enfin, en face, comme un ouragan, tu vois, c'est pas rien. Mais les mecs se sont relevés. Pourquoi les mecs se sont relevés? Parce qu'il y avait encore un socle. Et il y avait des restes de ce club et de cette âme qui existait. Vous me suivez toujours? On va voir, par exemple, le 11 majeur qui réussit l'exploit à Chelsea. Vous savez, quand Ibrahimovic se fait exclure rapidement. Et même des 14 joueurs. D'accord? Dans les buts, Sirigu. Sirigu, il n'y avait pas de contestation possible. C'était pas la vie à Chine. Mais puis Sirigu, c'est soirée pasta. On a fait des soirées pasta avec Salvatore. Mais je te dis pas, du côté de Neuilly, machin fantastique, avec sa femme merveilleuse, al dente, mais bon. Napolitane, machin, on va pas rentrer dans les détails. À droite, Marquinhos, qui est pas là depuis longtemps, mais ça va, voilà, il est content, truc. Thiago Silva, pas le même Thiago Silva, d'accord? David Luiz, c'est la force tranquille, c'est la joie du peuple, tu vois, c'est pas Garrincha, il sait pas faire les dribbles, machin, mais bon, il est là avec ses cheveux, avec ses trucs, tout foufou, un peu à la 10h10, ses pieds, là, c'est machin ou quoi. À gauche, Maxwell, structuré, mec quand même d'un certain calibre, tu vois, truc et tout. Devant, Thiago Motta, qui était encore le Thiago Motta, machin, patron, tout ça. Un peu plus haut, Verratti, un petit hibou qui est heureux, qui n'a pas eu encore les ailes brûlées, il est là, il est déjà casse-bonbon, et encore plus à l'époque, mais tu vois, il y a de la joie, les belles hirondelles, oh tiens, un hibou, Bon, à gauche, Matuidi, bon, c'est pas les pieds de... Tu vois, c'est pas l'homme au sommet devant, mais c'est Matuidi, truc, toujours sérieux, carré, souriant, machin, truc, PSG incarne quand même, parce qu'il était là, le seul, d'ailleurs, avant les Qataris, qui est encore là, truc. À gauche, Cavani. Cavani, c'est Cavani. Tu peux toujours compter sur Cavani. Il est toujours là, Cavani. Cavani, il a peur de rien. Alors, il avait un peu l'âme en peine, parce que, un peu sur le côté gauche. Mais Blanc et Gasset, ils avaient bien fait les choses. Ça veut dire que comme Ibra, il s'intercalait très souvent au milieu de terrain, tout de suite, Cavani, il filait avant-centre. Et il était très souvent en position d'avant-centre. Et il marquait des buts, tout ça. Ibra, il a les épaules. Vous pouvez dire, ouais, mais il a jamais gagné les champions, il s'est arrêté. Mais, Ibra, c'est Ibra, Coco. Ibra, et bon... À droite, Pastore. Pastore, alors lui, l'homme au semelle devant. Mais Pastore, c'est le sourire, c'est la gentillesse. Ah bon, aujourd'hui, vous avez fait une paella? Oh, bonjour, madame. Ah oui, une petite paella. Ah, je connais pas, moi, c'est l'assado, mais ah oui, ça a l'air bon. Ça sent bon. Voilà, il truc, ils se font dans le groupe, il machin, il joue pas, il a le sourire, Pastore. Tu vois, c'est quand les choses seront plus compliquées après. Qui rentre? Van der Ville et ses tatouages et tout. Van der Ville, c'est la folie, tu vois. Van der Ville, tu vois, c'est un truc, c'est aussi une forme de joie. Rabiot, moins casse-bonbon à l'époque, et pouvait pas l'être, parce que là, quand même un peu cadré. Il était déjà un petit peu, et machin, ils l'ont mis 6 mois au frais à Toulouse, bon, bref. Et Lavezzi, le hardeur de Saragosse. Tu vois, le fêtard. Bon, alors, truc et tout. Aujourd'hui, bon, ouais, j'ai du Jimmy, bon, tu vois, bon, truc, ah oui, bon. Mais, sa vie, et de temps en temps, si ça vit trop, ben d'accord, très bien, baba.
Et Blanc, Gasset, eux, ils prennent le train en route, ils font en sorte, Blanc, ils font en sorte que tout aille bien, il a ses mérites aussi, Gasset, on connaît, l'homme de caractère aussi, qui sait faire passer les choses, parce qu'il y a de l'ego aussi, faut gérer, faut truc, et les deux vont bien le faire, mais quand ils jouaient en Ligue des Champions, et même s'ils ont été éliminés parfois, même s'ils l'ont pas gagné et tout, il y avait quelque chose, quoi. Tu vois, ils n'allaient pas se saborder. S'ils perdaient 2-1 à Dortmund, comme c'est le cas avec cette équipe, il n'y avait pas l'anniversaire de ceci, le carton jaune de cela, le frère de ma cousine, l'exclusion de Nini voilà quoi, je veux dire. Et pourtant, là, bon, alors c'est l'un des plus beaux exploits, parce qu'à 10 contre 11, ce Chelsea qui était fort, etc. Mais il y en a eu d'autres. Mais c'est pas l'histoire de l'exploit, c'est que il y avait une âme et ces joueurs s'aimaient. Alors, il y avait plus d'affinité avec les uns et avec les autres, mais ils aimaient ce club, enfin, ils étaient sécurisés, voilà. Et c'est parce que, après le 6-1, il y a encore ce socle qui vont pouvoir faire ça. Mais si le 6-1 de Barcelone arrive maintenant, là, au match retour, le 17 mars, même s'il y a eu le 4-0, le 6-1, dans l'état où est cette équipe à l'heure actuelle, et avec les joueurs à l'heure actuelle, parce que si je vous les cite, moi, c'est pas la même chanson, hein. Navas, très bien, Navas, c'est un gardien de but, donc c'est pas lui qui, contre Dortmund, va te secouer les gens, mais bon, à droite, tu auras qui d'ailleurs à droite? Herrera, il est blessé. Si tu as Meunier, il est mal dans sa peau, il y a des trucs. Est-ce qu'on me veut? On me propose rien, un truc. Thiago Silva, c'est Thiago Silva, on va pas y revenir. Avec en plus les autres soucis. Je voulais rester, signer 2 ans de plus, on me propose pas, machin, un truc. Alors d'autres trucs, voilà. Marquinhos. Bon, Marquinhos, ça va, c'est pas un leader, mais ça va. À gauche, Kurzawa. Qu'est-ce que tu veux? C'est que ça va, c'est sympa, mais bon, le truc. Et je vais pas vous les mettre les uns derrière les autres. Neymar, Mbappé. Et bon, et tiens, et Neymar, Mbappé. Et dans l'intervalle, il y en a d'autres. C'est pas le 6-1. Alors, le 6-1, évidemment, c'est là où tout a basculé. Mais, l'instant où tout bascule, vous savez où il est? Et je regrette d'en parler, mais c'est là où tout bascule, dans ce match. Même si arbitrage, même s'il y a un grand Neymar en face, même si ce que vous voulez, même si Suarez, qui tombe tout seul, qui en fait des tonnes, qui est truc, bon, bref, même si les Parisiens aussi, leur part de responsabilité à la rue. Les Parisiens reviennent à 3-1 à la 65e minute par Cavani, et nous sommes toujours 3-1 à la 85e minute. Ça veut dire qu'il reste très peu de temps, même si on sait qu'il y aura des arrêts de jeu ici et là, pour que Barcelone marque 3 buts et passer à 6-1. C'est ce qu'il faut. À la 85e minute, 3-1, déjà prendre 3 buts, mais bon, on connaît l'histoire. Tu as Di Maria, qui est entré en cours de jeu parce qu'il avait eu un problème, il ne pouvait pas être titulaire, il avait été royal au match aller avec notamment ses 2 buts, et il est lancé en profondeur par Verratti. Barcelone est complètement désarticulé, il y a des boulevards. Et il est aux abords de la surface de réparation, un peu excentré côté gauche. Cavani poursuit, il a 2,50 m, 3 mètres d'avance, sans doute sur Piqué. Aux fesses, Di Maria à Mascherano. Il conduit sa balle, il entre dans la surface de réparation, et là, même à 12 ans, il peut le faire. Et il sait, depuis le début de l'action, c'est Di Maria, on ne parle pas du mec du coin là qui tape, je veux dire, au bois de Vincennes, ou je ne sais pas quel bois, la balle avec ses enfants, tu vois. Il n'a plus qu'à la glisser à Cavani. J'ai revu encore l'action, parce que des fois on se fait des idées et tout, mais même la passe que fait Cavani à Mbappé, pour le but de Mbappé contre Bordeaux, même celle-là, elle est peut-être un peu plus compliquée, si tu veux. Et c'est Cavani qui est aux commandes. Là, je te parle de Di Maria. Il a eu le temps de tout voir. Il n'a plus qu'à la glisser à un moment
tranquillement à Cavani. Et le gardien sera archi battu, il pourra pas revenir. Donc Cavani, il sera à 10 mètres des buts, il a plus qu'à pousser dans le but vide. Mais, on connaît Cavani, des fois un peu foufou, il rate l'immanquable. Mais là, tu peux pas. Parce qu'il peut rentrer avec le ballon, le gardien ne reviendra plus. Piqué qui est à 3,50 m ne reviendra plus. Cavani, il peut la toucher 3 fois avant de la marquer à 1 mètre des buts, je veux dire. C'est fini, c'est terminé. Et là, tu es 3-2 à la 85e minute. Alors là, je vais même te dire, s'il y a des arrêts de jeu conséquents, comme ça a été le cas, moi, je mise plus pour un 3-3, tellement Barcelone était à la rue, et puis en plus avec ce but-là, enfin bon, ils avaient lâché, plutôt qu'à un éventuel 4-2. Mais même 4-2, là, à la 85e minute, si tu veux, il fallait en marquer 4. C'est terminé. Et ça veut dire que cette première mi-temps, ou cette première heure plus ou moins catastrophique, elle sera oubliée. Le PSG est qualifié. Les 10 dernières minutes catastrophiques, où de mémoire, le PSG va toucher 3 fois le ballon sur les 6 dernières minutes ou quelque chose dans le genre, elles seront d'autant plus oubliées qu'elles n'existeront pas. Donc, c'est terminé. Ça fera 3-2 ou 3-3 ou 4-2. Le PSG est qualifié. Ça leur servira de leçon en se disant, bon, c'est pas parce qu'il y a 4-0 et tout, et tiens, un grand stade, et tiens, un arbitre qui nous fait des misères, etc. Oui, effectivement, c'est terminé. Le coup d'après, tu tombes contre la Juventus en quart de finale. Avec cette équipe du PSG, qui forcément aurait alors adopté et accepté les consignes d'Emery, qui avait trouvé ce système au match aller avec... Parce que, en plus, Rabiot, il rentre en cours de jeu. Et Rabiot, il pétait le feu à ce moment-là. Parce que tu as tout. Tu as Di Maria, effectivement, qui est touché. Mais tu as Rabiot, qui était remplaçant parce qu'il souffrait de je sais plus trop quoi encore. Mais c'était pas musculaire, c'était pas les jambes. C'était un truc au niveau du bide. Il avait, je sais pas, enfin, peu importe. Donc là, tu avais l'équipe qui pouvait aller très loin. Mais, même à supposer qu'elle se fasse éliminer contre la Juventus, c'est pas rien quand même, tu restais sur les rails. Et tu avais plus, la saison d'après, qu'à te renforcer à un ou deux postes clés avec les joueurs qu'il faut. Thiago Motta vieillissant, tu as beaucoup d'argent, eh bien tu vas prendre un joueur devant la défense, tu vois, tu vas mettre 80 millions d'euros sur Fabinho par exemple, ou quelque chose comme ça. Et tu as ce socle qui est là, ce club qui n'est pas, qui est une marque. Tous les clubs sont une marque, mais ils ne sont pas pour autant un produit. Et là, tout a basculé. Tout a basculé. Pourquoi ? Parce que fort de ça, alors là, le PSG vexé, touché, les conditions de l'élimination, c'est comme ça et tout, eh ben, je sors la grosse artillerie. Et donc, l'instant où tout bascule, c'est Di Maria qui veut se faire plaisir. Évidemment, Mascherano va le toucher. Évidemment, l'arbitre doit siffler pénalty. Mais autant il a été débordé sur certaines choses, et il était... voilà, on sait bien qu'il n'avait aucune expérience, qu'on l'a mis là, tu vois, comme un chat dans un jeu de quilles. Mais... pour savoir si Mascherano, qui l'avouera un petit peu plus tard en interview, touche Di Maria ou pas, ou Di Maria s'en mêle un peu, et tu vois, il est un peu gêné, il sent qu'il l'a aux trousses, parce que lui, il n'était pas à 3,50 m, Mascherano, tu vois, et qui siffle pas péno là, je vais dire, on a vu pire. Par rapport à l'arbitrage, c'est sur un ensemble de choses, tu vois, bref. Mais, donne-la. Di Maria, 3-1, tu penses que tu es qualifié ? Tu te dis, je vais faire comme toujours, hop, je vais piquer mon ballon. Mais tout ça, ça va vite dans sa tête, parce que c'est en une fraction de seconde. Mais, plus qu'une fraction de seconde, pour savoir qu'il faut la donner à Cavani. Et là, pour le coup, il est individualiste. Et là, c'est le premier événement qui fait basculer les choses. Et le deuxième événement, c'est, fort de ça, là-bas, à Doha, on dit artillerie lourde, Mbappé, Neymar. Et Mbappé, Neymar, moi je vous l'ai dit, depuis le début, je suis très à l'aise, parce que, bon, les écrits restent, mais les blogs, ils restent aussi, ils sont enregistrés. Allez revoir le blog qui date
de septembre de cette année-là. L'année en question, de 2017, donc, où Neymar et Mbappé sont pris. Et donc le dernier, c'est Mbappé ça doit être fin août 2017, parce que c'est assez tard cette histoire. En septembre, au pire peut-être début octobre, machin, je vous dis, oulala, le PSG a fait une erreur fatale. Il fallait en prendre un des deux. Les deux avaient leurs avantages et leurs inconvénients. Donc après, c'était un choix, bon là là. Et si vous prenez les deux, vous allez avoir les avantages et les inconvénients, mais malheureusement, les inconvénients vont prendre le dessus sur les avantages. Et les inconvénients, on les connaît, on ne va pas revenir dessus. Du coup, tu as une équipe qui n'est pas structurée. Du coup, le socle, il explose parce que c'est Mbappé, Neymar, le reste, même s'ils jouent le jeu, etc. et tout, ça existe moins. Et pour les entraîneurs, je suis désolé, c'est injouable. C'est injouable de gérer ces deux joueurs divas, entre guillemets, et ça donne les complications que l'on sait. Et on l'a bien vu à la période d'Emery, qui a fait tout son possible, qui vaille que vaille, a réussi plus ou moins son affaire, même s'il y a eu parfois des résultats décevants. Et pour Tuchel, c'est l'enfer. Suppose que Tuchel à Dortmund, bon, il estime d'ailleurs un peu à juste titre, peut-être quoi. Et puis c'est son droit que Mbappé, finalement, il va le sortir et mettre Cavani parce que Cavani va bousculer tout le monde, ou Icardi parce qu'il a une autre idée dans la tête. Mais tu vois le tralala, quand tu sors Mbappé, il l'a fait 2 fois, une fois à la 90e, une fois, je sais pas, à 20 minutes de la fin, il y a 4-0 ou je sais pas combien. Et c'est pas possible. Vous pouvez dire, c'est l'entraîneur, c'est à lui d'assumer, machin. Ça me fait rigoler quand je lis des trucs comme ça. Non, c'est pas aussi simple. Et Neymar, et comment tu fais? Alors quand tu as les deux, je suis désolé, le pompon, c'est aussi, pour les entraîneurs, c'est injouable. Et le PSG, alors peut-être sur le plan mondial, peut-être pour les Qataris, c'est formidable, le soft power, l'image, vous vous rendez compte, Neymar, la Tour Eiffel, Mbappé, le génie, le ceci, le cela, tout ce que vous voulez. Mais à l'arrivée, c'est à la fin du bal qu'on compte les bouses, ou à la fin de je sais plus trop quoi, je me souviens plus de l'expression. À l'arrivée, je suis pas sûr si l'image du PSG, peut-être pas sur le plan international, mais si tu passes pas là encore en 8e de finale, parce que là derrière, tu te mets tout le monde à dos, tu deviens vraiment le grand méchant loup, et dans les gens que tu te mets à dos, il y a aussi les gros clubs, et voilà. Mais, tu as pris 6-1, et voilà, j'ai pas à juger, j'ai juste à constater, l'instant où tout bascule, c'est Di Maria qui fait pas la passe. Et le deuxième instant, la deuxième lame, parce que moi je veux bien que ce soit des super joueurs, je discute pas là-dessus, mais quand Leonardo, dans sa grande sortie il y a pas longtemps au Canal Football Club, il prend à l'harpe, non pas la harpe c'est ding 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 ding, à la faucheuse, enfin à ce que vous voulez, les gars qui sont sur le plateau en disant donnez-moi les 5 meilleurs joueurs du monde, à la serpe, on va dire. Ils osent pas, ils sont là. Alain, dis-moi, Alain Roche avec qui il a joué. Messi, Ronaldo, et Mbappé et Neymar arrivent dans le coup, tu vois. Voilà. Et après, il va plus loin, Leonardo. Il dit, donnez-moi les 4. Alors là, personne répond, mais il dit, dans les 4, il y a Neymar, il y a Mbappé. Et voilà. Et moi, quand je vais au travail tous les matins, j'ai le sourire. C'est pas la guerre, j'ai le sourire. Il faudrait lui demander s'il a le sourire en ce moment, alors que le truc prend l'eau, le navire, tu vois, à force de s'aborder. Bon, il l'aura peut-être après le match retour, et moi je suis le premier à le souhaiter, bien entendu. Mais je vous dis quelque chose maintenant, soyez attentifs, on va vous mettre une sirène, par exemple. D'ailleurs. Voilà, je vais vous proposer la chose suivante. Soyez bien attentifs. Vous avez 2 des 4 meilleurs joueurs du monde.
Après, ça peut être un peu discutable, hein, bon. Mais ce sont deux cracks à n'en point douter. Vous dites à Liverpool, on vous donne Neymar et Mbappé. Et donc, vous n'avez plus Salah et Mané. Est-ce que vous croyez que Liverpool est gagnant dans l'histoire? Ben non. Alors on peut dire que Neymar et Mbappé, footballistiquement, sont peut-être, sans doute, je ne sais pas, super. Ils font partie de 2 des 4 pour Leonardo. Leonardo, c'est quand même un spécialiste, même s'il prêche un peu pour sa paroisse. 2 des 5 et 2 des 4. 2 des 4, il n'y a pas Salah et Mané, hein. Ou alors tu mets avant-centre, si tu veux, à la place de Firmino. Si tu veux, tu dis Firmino et Mané, vous dégagez, on prend Mbappé et Neymar. Ou alors Salah et Mané, vous dégagez, on prend Mbappé et Neymar. C'est 2 des 4. Les autres, c'est Messi et Ronaldo. Hein. Donc c'est pas Mané et pas Salah. À votre avis, est-ce que Liverpool sera plus fort avec 2 des 4 meilleurs joueurs mondiaux, sachant qu'ils n'ont pas les 2 suivants, Messi, Ronaldo? Eh bien moi je vous dis qu'ils seront moins forts. Eh oui, ils seront moins forts. Et vous comprenez pourquoi? Eh ben oui. Tout est là. Et donc, c'est pour ça que je pense, et j'en suis même intimement persuadé, qu'en prenant les 2, eh bien, le PSG sait s'aborder et a perdu son âme de club. J'en veux pas à ces 2 joueurs, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Ça n'a rien à voir avec ça. Et je trouve que ce sont 2 très grands joueurs, on est d'accord là-dessus. Mais prendre le risque d'avoir une équipe complètement déstructurée, ne pas avoir justement l'arrière latéral qu'il faut, parce que vous ne me direz pas que Dani Alves, etc. Au contraire, ça a amplifié le phénomène. Alors après, Neymar, c'est le fils de Neymar, ou c'est le père de Neymar, non. Enfin, bref. Eh ouais. C'est la vie. L'instant où tout bascule, et où derrière, ça a des conséquences terribles. Bon, là, il n'y a pas mort d'homme. Je vais vous donner un exemple historique. Qui va... voilà, parce que pour moi, je vous ai toujours dit, le football, c'est la vie. Et ça a des côtés pathétiques, ce qui se passe au PSG, mais c'est de l'humain aussi, c'est de la vie, et là, au moins, il n'y a pas mort d'homme. 28 juin 1914. Ça ne nous rajeunit pas. Nous sommes à Sarajevo, et l'archiduc François Ferdinand, avec qui j'ai passé des soirées pasta, je ne vous dis pas, mais ça... Je veux dire, c'est du privé, on n'en parle pas. Et alors, il est archiduc d'Autriche, hein, François Ferdinand. Et il se rend à Sarajevo, voilà, entrevue, diplomatie, entrevue politique, machin, pour voir le maire de Sarajevo. Et il se trouve, pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer, qu'il y a des nationalistes serbes de Bosnie qui veulent l'éliminer. Très bien. Alors, ils veulent, en fait, bon, c'est un petit peu long, mais par ce geste, ils voulaient, en le tuant, je veux dire, ils voulaient proclamer leur volonté de voir se réaliser une grande Serbie regroupant toutes les Slaves du Sud. Bon, maintenant, il faut le tuer, l'archiduc. Voilà, ils sont nombreux, ils sont 8-9, et comme l'archiduc doit passer dans les rues de Sarajevo, ils sont là, tapis dans l'ombre, ils connaissent l'itinéraire, ils sont prêts à dégainer. Ils ont avec eux des grenades, revolvers, tout ce qu'il faut, voilà. Bon, il y a un convoi de 6 voitures, de 6 limousines, où se trouve donc, dans l'une des 6, l'archiduc, François Ferdinand, et l'archiduchesse, dont la principale préoccupation, on le sait à ce moment-là, est de savoir si ses chaussettes sont sèches, archi-sèches. Parce que l'archiduchesse voulait que les chaussettes soient archi-sèches. Bon, ça la regarde, machin, un truc. Chacun son truc. Bref. Le convoi passe, y a un des conspirateurs là qui ose pas parce que il y a trop de monde, il y en a un autre, il sait pas quelle est la voiture, mais il y a un petit malin qui demande aux policiers, l'air de rien, parce qu'il passe à 2 à l'heure, tu vois, c'est pas le bus de l'équipe de France, retour triomphal 2018
sur les Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, etc. Où il y a tout ce que vous voulez, vous le savez. Donc, et on lui dit, c'est celui-là, tu vois, bon bref. Et il passe le message un peu plus loin, et il y a une grenade qui part en direction de cette voiture, mais ça ricoche ici et là, tant et si bien que ça va sous une autre voiture, et il y a une explosion, et il y a des blessés assez graves, mais pas de mort, et l'archiduc, il s'en sort. L'archiduc va voir le maire, il est furieux, patati patata, mais lui, au lieu de retourner Fissa en Autriche, et on n'en parle plus, parce qu'ils vont pas aller le chercher là-bas au fin fond de l'Autriche. Lui, il veut aller voir les blessés. Alors, drame, non, surtout pas, patati, patata. Alors, ok, avant de repartir en Autriche, on va voir les blessés. Mais, pour ce faire, il y a un général qui dit très bien, mais on va changer d'itinéraire. Parce que dans l'histoire, certains se sont fait arrêter, mais il en reste 2. Et il y en a même un troisième ou un quatrième, même un quatrième qui rôde. Il reste Popovic et Princip, sans eux. C'est un principe, mais sans eux. Et eux sont encore dans la foule, parce que tout ça se passe relativement vite. Hein. Ça met pas 4 heures. Hein. Il va pas rester avec le maire de Sarajevo une plombe. Donc, ils repartent. Mais le général Oskar Podgorek, lui, dit « Ok, on change d'itinéraire, et à un moment, on devra longer le quai de la rivière, et ainsi on passera pas par la foule, etc. » Et il en avertit l'occupant de la première voiture du convoi, le docteur Edmund Gerd, pour l'histoire. Il dit, voilà, tu dis à ton chauffeur, vu que les 5 autres, elles suivent, enfin il n'y en a plus que 5 puisqu'il y en a une qui a explosé, celles qui suivent, et avec l'archiduc normalement, et l'archiduchesse, ils vont à un moment bifurquer, longer les quais, il n'y a plus la foule, tout ça, ils voient les blessés, hop, direction l'Autriche, roule ma poule. Il dit ça au docteur Edmund Gerb. Et Edmund Gerb, c'est Di Maria. C'est l'instant où tout bascule. C'est que Di Maria, il a oublié Cavani, et Edmund Gerb, qui n'est pas dans la combine, on ne lui demande pas de penser à 400 000 trucs, dire à son chauffeur, là, à gauche, et on longe les quais. Il ne le dit pas. Il a oublié. Et putain, Edmund Gerb. Tu vois ? Et c'est là où l'instant bascule. Voilà, tout bascule. Pourquoi ? Parce qu'il repasse par le même itinéraire, là où il y a la foule, et où il nous reste encore 3 ou 4 lascars. Le général s'en rend compte, et il dit, mais qu'est-ce que fait cette putain de première voiture et tout, vite, reprenez vers là-bas tout ça, mais l'autre, il cale, il s'était engagé, donc il doit faire une marche arrière. Et là, le fameux principe sans eux, il se dit, c'est l'occasion de lancer ma bombe. Mais ça se goupille pas très bien, tant et si bien qu'il se rapproche de la voiture. Il sait en plus où il va, mais bref. Et là, 2 coups de feu. Le premier atteint la duchesse, l'archiduchesse de Hohenberg, à l'abdomen, et la seconde balle va toucher l'archiduc dans le cou. Et les 2 mourront quelques minutes plus tard. Alors, Principe, sans eux, sera arrêté. Kabrinovic, qui restait aussi, sera arrêté. Mais ils ne parleront pas, et ils tiendront leur langue, machin, ils ont essayé de se mettre du cyanure, tout ça, enfin bon bref, de bouffer du cyanure. Là, je vous passe les détails, mais ils tiennent bon. Et puis, il y en a un autre, Danilo Ilic, qui lui se fait avoir, il y a un contrôle des papiers à un moment, il se fait avoir, et lui va tout dire. Et il va dire, notamment, que les armes étaient en fait fournies, les grenades, les revolvers, tout ce bordel et tout, par le gouvernement serbe. Ça change la donne. Pourquoi ? Parce que l'Autriche-Hongrie, à l'époque c'était l'Empire austro-hongrois, donc, accuse la Serbie de l'assassinat
de l'archiduc. L'archiduchesse, c'est moins grave, machin, truc. L'archiduc, tu vois, c'était le fils de l'empereur, machin, truc, c'était l'héritier, quoi. Et donc, ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on fait avec la Serbie? Parce que là, l'Empire austro-hongrois, c'est pas le petit truc du coin, hein, c'est pas on te tue l'héritier, c'est pas rien. Donc, pour certains, ben, il va falloir déclarer la guerre à la Serbie. Pour d'autres, oh là là, non, malheureux, parce que si on déclare la guerre à la Serbie, vous allez avoir la Russie sur le dos, etc. Quoi qu'il en soit, l'empereur, les enfants. Et oui, l'empereur, ce n'est pas rien, François-Joseph. Alors lui, il a 84 ans, l'empereur. Donc les conséquences derrière, bon, on verra bien. D'ailleurs, il mourra 2 ans plus tard. Et l'empereur, d'abord, il voit l'Allemagne, qui est un allié. Si on fait la guerre, vous nous suivez. L'Allemagne dit oui. La Russie, du coup, suivra la Serbie. Et par le jeu des alliances, nous aurons la Première Guerre mondiale. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'instant où tout bascule, ce crétin qui dit pas au chauffeur de la première voiture « tu longeras les quais », sinon, revenez là, on était tranquille. Et il y a le deuxième instant, les conséquences. Et oui, parce que les retombées, forcément. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? C'est compliqué la vie, il nous le dit le petit Mayombo. C'est compliqué, et oui, les conséquences. Les conséquences, oui, je vous le répète. Première Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, j'espère que c'est seconde, parce que s'il y a seconde, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. S'il y a une Troisième Guerre mondiale, on l'appellera la Deuxième Guerre mondiale. On le sait, et la conséquence de la première. Donc, à cause de l'instant où tout bascule, et l'autre Ostrogo, là, il dit pas au chauffeur de longer les quais, on a 2 guerres mondiales qui nous tombent sur la gueule. L'empereur, qui déclarera à ses sujets, 2 points, je cite, « J'ai tout examiné et tout pesé. C'est la conscience tranquille que je m'engage sur le chemin que m'indique mon devoir. » Terrible, hein? Et l'histoire, les enfants, l'histoire, 1 siècle et 3 ans plus tard. Je vous rappelle que nous étions en juin 1914, et le mois d'après, en juillet 1914, l'empereur déclare la guerre Serbie, Première Guerre mondiale. Donc, en 2017, 1 siècle et 3 ans plus tard, 31 jours après le 6-1, parce qu'au départ, c'était le 8 mars, ce 6-1, et donc 31 jours après, c'est le 8 avril, parce que c'est 31 jours après que l'empereur déclare la guerre. On se retrouve à Doha, le palais de l'émir, 3e étage gauche de l'ascenseur, moquette blanche moelleuse. L'émir est là, avec 3 personnes des services secrets et 2 de ses ministres. Le Premier ministre Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa Al Thani. Ça se termine comme l'émir Al Thani, mais c'est pas le même. Là, je vous parle du Premier ministre. Et le deuxième n'a pas de portefeuille, et il s'appelle Nasser El Khelaifi. Les 6 personnes sont là. L'émir, 3 services secrets, machin. Et l'émir déclare « J'ai tout examiné et tout pesé. C'est la conscience tranquille que je m'engage sur le chemin que m'indique mon devoir. » Tout le monde sait, ou en tout cas ça a été souvent dit, que vexé, sans doute de la manière dont ça s'est passé, et d'avoir mis autant, je veux dire, de moyens dans ce club pour se faire éliminer de la sorte, l'émir a donc, alors, déclaré une autre guerre, si vous voulez. Là c'est une métaphore, et bien moins grave, bien évidemment, mais il a décidé de sortir, entre guillemets, comme l'on dit, la grosse artillerie, Mbappé, Neymar. Et donc, c'est la même histoire. Et nous verrons, parce qu'au bout du compte, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne,
ils l'ont perdu, la guerre. Nous verrons si le PSG, perd la sienne. Parce que si le 17 mars, il n'y a pas qualification, alors tout explose. Mais, on est d'accord, comme dit Leonardo, là je le suis, il n'y a pas de mort, hein. Non, il n'y aura pas de mort. Non, je pense que le PSG, évidemment, existera toujours, comme l'Autriche-Hongrie, bon, c'est plus l'Empire, mais l'Autriche existe, la Hongrie existe, l'Allemagne existe, etc. Oui, le PSG existera, mais forcément, on va raser et repartir à zéro, et il le faudra sans doute, et c'est pas si grave non plus, justement, parce que autant ce qui s'est passé avec l'archiduc de Sarajevo et la décision de l'empereur 31 jours plus tard, ça a des conséquences horribles, catastrophiques, tout ce que vous voulez. Autant être éliminé, même si on a mis des gros moyens, pour la 4e fois en 8e de finale, de manière pas grotesque ce coup-ci, encore que, je sais pas, si tu prends une super gifle au retour, c'est pas les mêmes conditions, mais au bout du compte, tu es encore éliminé. Ben, la vie continue, hein. Je vous rappelle quand même que le Real Madrid, et c'est assez récent cette histoire, et le Real Madrid, c'est pas rien, a été éliminé des 8e de finale 6 fois de suite au XXIe siècle. De 2004-2005 à 2009-2010. Ça fait 6 saisons. Il a fallu attendre la 7e pour atteindre au moins les demi-finales. Et la 8e, tu n'es pas allé encore en finale. Et la 9e, tu n'es pas allé encore en finale. Et au bout de la 10e saison, parce que ça fait 10 saisons ça, eh bien, tu as gagné la décima. Alors, je ne dis pas que là, ce serait la 4e fois que dans 6 saisons, ils gagneront la Ligue des Champions. Mais si tu fais les choses intelligemment, que tu fais partie quand même des 4-5 poids lourds, quoi qu'il arrive et tout, voilà, c'est envisageable. Mais tu ne pourras pas en l'état actuel. Sauf, on dit que s'il y a qualification, et pourquoi pas, ça peut encore, mais à force de s'aborder, j'ose pas imaginer les 13 jours qui vont arriver. Mais bon, ok, allez, grand match, grand truc et tout, le stade, le Parc des Princes en folie, c'est du délire, un match qui restera dans l'histoire du football parisien, du football français, du football européen et trucs, et je ne demande que ça. Et là, effectivement, ça va débloquer certaines choses. Et après, comme il n'y a pas une équipe cette saison, j'ai l'impression, entre Liverpool, déjà, il faudrait qu'ils passent l'Atlético Madrid. Mais bon, ils sont tellement dans leur histoire de record et tout. La Juventus, qui n'est pas la grande Juventus en ce moment, c'est une Juventus, tu vois, comme elle morfle un peu en championnat. Le Real et le Barça, ils sont pas au sommet de leur art. Le Bayern est là, mais enfin, le Bayern... Donc, après, tu es en quart, faut gagner 5 matchs, enfin, faut te qualifier 2 fois et gagner la finale. Je sais pas, oui, tu as des grands joueurs, pourquoi pas, Neymar, ça y est, boum, parce que Neymar, c'était pas mal, quoi. Il était revenu, il était dans le collectif, il était ceci, il était cela. Pourquoi pas? Mais reconnaissez qu'on est au bord du gouffre. Mais encore une fois, ce gouffre n'a pas les mêmes conséquences, Dieu merci, de l'histoire que vous connaissez tous, que vous avez dû apprendre à l'école, l'archiduc, machin, François Ferdinand et tout le tralala. Mais vous voyez, comme dit le petit Moyombo... Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Mais les retombées... elles ont été calculées, c'est-à-dire le deuxième instant où tout bascule, c'est quelque chose que, voilà, à mon sens, tu n'as pas fait le bon choix et les retombées, elles font du dégât. Mais la première, c'est ça le football, hein. Tu peux pas, c'est sûr que si tu peux rejouer la scène, on l'a refait, Di Maria, tu passes à Cavani. Si, j'ai compris, oui, non, connerie, oui, machin, ok, bah, voilà. Il a refait, il la donne, 3-2, on refait l'histoire, les Neptuniens débarquent, voilà.
Tiens, à propos des Neptuniens, vous voyez où je veux en venir. Eh oui, passons maintenant aux choses sérieuses. C'est quoi les choses sérieuses? C'est l'acte 6 de cette fameuse finale de la Coupe du Monde 86 au stade Aztec de Mexico entre la France et l'Argentine. Et là, c'est chaud à l'approche de la fin de la première mi-temps. Petit rappel des faits quand même. 35e minute, vous savez qu'il y a un coup franc idéal pour Maradona, légèrement excentré côté droit, à 2-3 mètres de l'entrée de la surface de réparation. Il y a eu strictement le même aux alentours de la 15e minute. Maradona, avait frappé sur la droite de Joël Bas, qui avait un peu anticipé, car il s'attendait à une frappe au-dessus du mur et qui était revenu de manière royale, tel un aigle royal qui s'envole et du bout du doigt avait dévié le ballon, poteau, corner et tout le tralala. Et donc, on a le même, mais ce coup-ci, il lobera le mur français. Le coup parfait, malgré encore un grand jeu, souvenez-vous. 35e minute, Diego Armando Maradona qui embrasse ce ballon et qui le pose doucement à l'endroit où s'est effectuée cette faute. Il prend 3 pas d'élan, pas beaucoup. Il s'élance, oh là là, pour-dessus du mur, oh, but de l'Argentine! Joe a été merveilleux, mais son appel arrive un peu trop tard, l'impulsion, je crois qu'il la touche. Et au pan de moi, dans la cabine à côté, le Victor Hugo Morales, là, qui hurle. 1-0 pour l'Argentine, donc. Dans les 10 minutes qui suivirent, les Français étaient pas mal, mais devant une défense hyper renforcée, on ne s'en sortait pas. Et puis, 45e minute, le génie français est en passe de répondre au génie argentin et donc d'égaliser à 1 but partout. Je vous rappelle l'action. Et encore Manu qui la donne à Platoche. On est à 70 mètres début, petite accélération, 1-2 avec Gigi. Encore un deuxième 1-2 avec Gigi. Il est dans le rond central. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il frappe, c'est incroyable. Il frappe, il a vu Pompidou avancer. Mais qu'est-ce que vous foutez, Georges? Vous avez arrêté le match. Oui, Didier, il faut apprécier le génie de votre Platini national. Et à certains moments, dans le football, vous le savez bien, la vie s'arrête. Seulement, ce ballon redescendra-t-il à temps pour certains de ses partenaires, puisque nous étions en liaison avec eux grâce à Georges le Neptunien? Eh bien, cela ne faisait pas l'ombre d'un doute. Écoutons-les. Luis Fernandez d'abord, Alain Giresse ensuite, et pour terminer, notre bébé national, Bruno Bellone. T'inquiète, je le sens, il va redescendre ce ballon. Il va revenir, il va redescendre, mais j'en suis certain. Je pense pas un seul instant que ce ballon ne puisse pas revenir. Oui, il va redescendre. T'inquiète pas. Non, c'est bon. Ce ballon, il va redescendre, c'est sûr. Michel, il sait ce qu'il fait. Il va redescendre. Ouais, soyons tranquilles, allez. Soyons rassurés. Mais putain, il va redescendre ce ballon. C'est pas possible, il va redescendre. C'est incroyable. Et là, les enfants, je vibre. Et évidemment, je suis inquiet comme un vieux coucou dont la mère est partie trop tôt. Mais j'y crois. Et je vais rendre la monnaie de la pièce à Victor Hugo Morales qui me fatiguait avec ses envolées lyriques sur le but de Maradona, et je vais lui balancer dans la gueule: Platini, fils d'Aldo et petit-fils d'immigrés italiens lorrains, comme une certaine croix, symbole de la résistance, emblème de la France libre. Platini qui va libérer donc encore une fois, et oui, une fois n'est pas coutume avec Michele, la France, comme le général l'avait fait 42 ans plus tôt. On m'appelle
Didier, que se passe-t-il? Non, non, général, je parlais d'un truc là. Non, excusez-moi, restez tranquille. Voilà. Mais ce ballon, je le sens tel un obus qui redescend, va faire exploser les lignes argentines. La France résiste. La France libre les enfants. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Pom, 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 pom. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Pom, 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 pom. Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Pom, 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 pom. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Pom, 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 pom. Général? Mais vous pleurez, général. Ça, je n'aurais jamais cru. Allez, venez, général, vous asseoir à ma table. Il fait si chaud dehors. Eh oui, c'est l'été au Mexique, c'est pas rien, hein. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, général, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, général. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'un journaliste de sport, une ombre de la télévision. Bon, je sens que l'on s'égare. Général, reprenez-vous, général. Ah oui, le chant des partisans, évidemment. Évidemment, ça remue. Bon, eh ben, il va falloir retourner au stade Aztèque, hein. Messieurs les Neptuniens, j'entre dans votre tube magique, direction 86, 29 juin 86. Aïe, aïe, aïe. Attendez, bon, je respire un grand coup parce que c'est pas évident votre histoire, hein. Ok, j'y vais. Mais tard, j'ai toujours l'impression d'être dans une lessiveuse. Eh ben ça y est, Stade Aztèque, nous y sommes. Georges, quel plaisir de vous retrouver, Georges. Ça va? Ça va très bien, Didier. Mais quel suspense insoutenable. Ah ben je vous le fais pas dire. En plus, vous avez eu le chic pour arrêter l'action au moment où le ballon était en l'air. Je veux dire, normalement, ça fait une semaine qu'on devrait savoir. Alors, attendez, avant de reprendre, il faut que je me mette un peu en condition. Tiens, j'ai un petit cœur, moi, hein. Oh, je suis pas un Neptunien. Merde, je suis un humain. Bon, un humain un peu spécial, effectivement. Oui, pas tout à fait un humain, oui. Oui, enfin, vous savez, mais bon, n'affolons pas les braves. Ça reste entre nous, Georges. Oui, oui, les braves savent, évidemment, que, bon, j'ai quelques pouvoirs. C'est vrai. Mais enfin, bon, ne perdons pas le fil. Ce ballon est en l'air. Donc, on reprend ? Je suis prêt, Didier. Ok, je fais un petit compte à rebours quand même, il y a beaucoup d'émotions. 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y, Georges. Et ce ballon en hauteur et qui redescend et qui tape la France dorsale, qui rebondit au-delà de la ligne. Il y a but, c'est magnifique, égalisation. Non, mais que se passe-t-il? Ruggieri, évidemment, vient d'envoyer le ballon qui était ressorti. Un grand boulet en touche, mais l'arbitre n'indique pas le rond central. Il y a une grosse discussion là, justement, avec Platini, Giresse, Tigana, Fernandez qui semble furieux parce que, oui, monsieur Romualdo, Harpi, Filho, Linda de Souza, tout ce que vous voulez, l'arbitre brésilien donc de cette rencontre qui manifestement voilà, il est en train de discuter avec les joueurs français. Il va se diriger vers le juge de touche qui lui était peut-être mieux placé, on va dire.
Oh là là, c'est insoutenable. Donc, grande discussion avec le juge de touche. Oh, monsieur Romualdo Harpi, Filho de Landa de Souza, tout ce que vous voulez, indique de jouer la touche. Mais c'est un scandale. Enfin, elle est rentrée, Georges. C'est pas possible. On va voir le ralenti. La touche est effectuée. Ben voilà, et il siffle la mi-temps. Alors, on va voir les ralentis. Moi, j'ai l'impression qu'elle est entrée, hein, Georges. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai rien à dire. Bah oui, on peut compter sur vous. Bon, alors, voyons. L'action, magnifique. Ce coup de génie. Le ballon, oui, qui redescend bien. Ça effleure la transversale. Eh ben, j'ai l'impression qu'il est entré, ce ballon, sans chauvinisme aucun. Je suis désolé. C'est même encore plus net que le troisième but anglais en prolongation de Govers en 1966, qui avait été accordé contre l'Allemagne. C'est incroyable, ça. Alors, et oui, effectivement, il faut qu'on regarde un autre angle, là. Ah, là, j'ai plus de doutes encore que... Bon, je rappelle la règle. Il faut que ce putain de ballon, il soit entré avec code, cette règle. Qu'il soit entré complètement. Alors, déjà, s'il était entré aux 2/3, ça devrait être accordé. Mais enfin, bon. Mais là, Georges, vous le savez. Je vois dans vos yeux qui brillent, vous le savez. Je sais. Eh ben, dites-moi. Je ne peux pas. C'est une affaire entre humains. Nous n'avons rien à faire là-dedans. Votre problème, c'est que vous êtes tellement arriéré sur la planète Terre qu'il faudra donc, si j'ai bien compris, attendre 2012 pour la fameuse Gold9 technologie qui existait chez nous depuis la nuit des temps. Ah bah oui, vous êtes tellement supérieur, vous les Neptuniens, évidemment. Je ne dis pas ça, mais quand même, c'est la base. Donc la première fois dans une Coupe du Monde, ça sera la Coupe du Monde 2014. Didier, il aura fallu attendre 30 ans par rapport à cette action. Eh oui, et par rapport à 1966, ça fait 34 et 14, il aura fallu attendre 48 ans, près d'un demi-siècle. Avouez que vous n'êtes pas très rapide, vous les terriens, vous êtes un peu lent à la détente. Oui, enfin, toujours est-il que c'est insupportable. C'était l'action du siècle. On aurait eu les deux actions du siècle en Coupe du Monde avec le raid fantastique de Diego Armando Maradona, donc contre les Anglais en quart de finale, et ce but de Michel Platini. Oui, mais ça restera dans la légende, je vous rassure, comme le geste incroyable de Pelé contre l'Uruguay, 16 ans auparavant à Guadalajara. Pourtant, il n'y a pas eu but. Et là, on en parlera, on le reverra, ça fera partie de l'histoire, de la légende. Oui, d'accord, mais enfin, à l'arrivée, on est mené 1-0 à la mi-temps. Ah, déjà, général. Ah, vous pleurez plus, là. Ouais, d'un autre côté, bon, pour une fois que vous nous interrompez et qu'il y a plus rien pendant un petit bout de temps, ouais, c'est la mi-temps, ouais, 1-0. Non, mais c'est pas le problème du 1-0, c'est le problème que on se fera toujours avoir, quoi. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça, puisque Amoros a marqué sur la frappe de la transversale à 3 minutes de la fin en 82, je vous le rappelle. Oui, mais bon, c'était un coup des dieux du football et trucs. D'ailleurs, on va la revivre ensemble, cette finale France-Brésil, puisque si j'ai bien compris, les Brésiliens ont éliminé aussi les Italiens, parce qu'il y avait eu les dieux du football qui étaient les Italiens, ils étaient un pizzaiolo, patati patata et trucs. Donc France-Brésil 82, on va le vivre ensemble. Je commente aussi. Évidemment, c'est prévu, vous étiez bien présent à la Coupe du Monde 82 pour TF1, vous avez commenté des matchs du Brésil, si je ne m'abuse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. 2 ou 3, absolument. Donc bon, j'espère qu'on l'a gagnée, celle de 82. Alors, vous reconnaîtrez que c'est pas pratique, parce que je vais commenter celle de 82 après celle de 86. On aurait pu commencer dans l'ordre. C'est comme ça, Didier. Je suis désolé, ça ne dépend pas de moi. Bon, d'accord. Oui, général, on a compris. Vous n'allez pas casser la cabine commentateur. Bon, ok. 1-0 à la mi-temps. Bon, enfin, on en reparlera de cette action. Je l'ai en travers de la gorge. Enfin, bon, il reste une mi-temps. Et peut-être même 30 minutes de prolongation. Oui, mais enfin, comme on a fait une prolongation contre le Brésil, et comme on a fait une prolongation demi-finale contre l'Allemagne, si on pouvait éviter, voyez-vous, la prolongation. Ça ne dépend pas de moi, ça, Didier. Oui, d'accord. Bon, oui, général, c'est bon. Général, allez, il faut conclure.
Oui, oh là là, que de blabla, que de blabla. Alors, eh bien allez-y. Longue vie aux braves. Ouais, longue vie à vous tous, chers braves. Portez-vous bien, prenez soin de vous et en particulier de ceux qui en ont le plus besoin. 1-0. J'en ai gros sur le cœur, sur la patate. Mais il nous reste 45 minutes, les enfants. Et comme dit Georges, effectivement, peut-être 75. Allez, à la prochaine. Tira el centro, clave, gol.